Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'Odyssée, une épopée fascinante qui raconte les aventures d'Ulysse, le héros le plus célèbre de la mythologie grecque. Je vous propose un petit résumé avant de passer à l'histoire complète. Pour parvenir à rentrer chez lui après la guerre de Troie et retrouver sa femme Pénélope, Ulysse, le combattant aux 1000 ruses, doit affronter de nombreuses épreuves. Lutter contre le Cyclope, résister au chant des sirènes, déjouer les sortilèges de la magicienne Circé, etc. Après 7 longues années en captivité chez la nymphe Calypso, Ulysse rejoint son royaume déguisé en mendiant. Aidé de son fils Télémaque, Ulysse massacre tous les soupirants de Pénélope. La paix peut revenir à Ithaque. Vous êtes prêts à faire un grand saut dans le temps? Nous voici en Grèce, il y a 2800 ans. La Grèce est alors composée de plus de 700 cités indépendantes qui se font parfois la guerre. Ici, le paysage est très montagneux et la terre assez pauvre. Les Grecs cultivent des céréales, des vignes et des oliviers. Ils élèvent des moutons, des chèvres, des porcs. Et les riches chassent l'ours et le loup. Le climat est doux, on est souvent dehors et on discute beaucoup. Les Grecs commencent juste à utiliser l'écriture. Les nouvelles et les idées circulent plutôt de bouche à oreille. Allons faire un tour au port. Comme les montagnes rendent les voyages difficiles, les Grecs ont l'habitude de se déplacer par la mer. Ces gros navires tout ronds transportent les gens et les marchandises en naviguant le plus possible près des côtes. En Méditerranée et en mer Égée, les tempêtes et les pirates sont nombreux. Aucun capitaine n'oserait embarquer sans avoir sacrifié un animal à Poséidon. Il espère ainsi s'attirer la protection du dieu de la mer, connu pour son mauvais caractère. Pour les Grecs, les dieux sont partout, dans les fleuves, les forêts, les grottes. Ils voient ce que font les hommes et peuvent les aider ou les punir. Les 12 dieux et déesses principaux vivent sur le mont Olympe, le plus haut sommet de Grèce. Et c'est Zeus qui commande aux autres. En l'honneur d'Apollon, des conteurs, les Aèdes, déclament de longs poèmes en jouant du formax. Leurs récits parlent des guerres entre cités, d'aventures entre dieux et mortels. Chaque Aède ajoute des détails et de nouveaux rebondissements. Le public adore. Le plus célèbre Aède est le poète aveugle Homère. Il est l'auteur de 2 textes de plus de 10 000 vers chacun. Que raconte-t-il? L'Iliade dépeint la guerre de Troie qui a eu lieu 400 ans auparavant. L'Odyssée retrace le retour chez lui du roi Ulysse, un des héros de la guerre. Voici quelques repères pour comprendre l'Iliade. Hélène, la plus belle des jeunes filles, doit choisir son mari parmi les rois grecs. De nombreux prétendants veulent l'épouser, mais elle désigne Ménélas, roi de Sparte. Des années plus tard, alors que Ménélas est en voyage, Paris, prince de Troie, séduit Hélène et l'enlève. Les autres prétendants ont juré à Ménélas de défendre son honneur. Ils rassemblent leurs armées pour attaquer Troie et ramener Hélène. L'Iliade évoque la 10e et dernière année du siège de Troie. L'armée de Ménélas, celle des Achéens, est commandée par son frère Agamemnon, roi de Mycène. Ils sont soutenus par les déesses Héra et Athéna. Elle comprend Agamemnon, Nestor, Ménélas, Ajax, Achille et Ulysse. De son côté, la ville de Troie est défendue par Hector et Paris, les fils du roi Priam. La déesse Aphrodite et le dieu Poséidon se sont rangés de leur côté. Chaque jour, les 2 camps s'affrontent devant les murailles de la cité, mais aucun n'en sort jamais vainqueur. Si la force est inutile, il faut alors recourir à la ruse. L'ingénieux Ulysse a une idée. Il fait construire un immense cheval de bois, capable d'abriter quelques hommes, et commande au navire d'aller se cacher dans une crique. La plage est vide. Les Troyens croient que les Achéens fatigués de la guerre ont abandonné. Parmi les Troyens, certains pensent qu'il faut brûler le cheval, d'autres que c'est une offrande aux dieux qui rendra leur cité invincible. Enfin, le roi Priam ordonne « Amenez le cheval sur la grande place ». Erreur. La nuit est venue, Ulysse et ses complices se glissent hors du cheval et ouvrent les portes de la ville à leurs soldats. Au petit matin, la victoire est à eux. La guerre est finie. Un messager a apporté l'heureuse nouvelle à Ithaque, l'île dont Ulysse est le roi. Pénélope scrute la mer. Quand apercevra-t-elle enfin les navires de son époux? Elle attend depuis si longtemps son retour. Quand son père est parti combattre, Télémaque, le fils d'Ulysse, était encore tout petit. Il est si impatient de le retrouver. « Ton maître sera bientôt là, Argos », murmure-t-il à l'oreille du chien d'Ulysse. Pourtant, il va falloir encore 10 ans à Ulysse pour rentrer chez lui. Son odyssée commence. Le vent souffle, la mer est belle. Après avoir quitté Troie, les 12 navires d'Ulysse filent à bon rythme vers l'île d'Ithaque. Mais voici Ismaros, la riche cité des Cyclones, alliée des Troyens. Pour augmenter leur butin, les Achéens l'attaquent par surprise et la pillent. Malgré le sage conseil d'Ulysse, qui aimerait reprendre la mer,
Ses troupes insistent pour dormir sur la plage. À l'aube, les Cicones se vengent. C'est un massacre. Il faut fuir. Durant 9 jours, les navires dérivent sur une mer déchaînée. Enfin, une île apparaît. Ulysse décide d'y faire provision d'eau fraîche. Mais qui vit ici? Il envoie des éclaireurs. Mais pourquoi ne reviennent-ils pas? Leur est-il arrivé malheur? Pas du tout. Sous un arbre, sourire aux lèvres, les hommes d'Ulysse partagent des fruits avec d'étranges amis. Goûte aussi nos délicieux lotus, lui proposent les lotophages. Tu oublieras tous tes soucis et tu voudras rester pour toujours avec nous. Pas question, Ulysse veut rentrer à Ithaque. Il empoigne les éclaireurs et les reconduit de force au bateau. Les lotophages sont pacifiques, se dit le sage Ulysse, mais leur potion d'oubli les rend plus dangereux que bien des guerriers. Ulysse poursuit sa route, passant près de l'île des Cyclopes. Il décide d'aller à la rencontre de ces géants réputés sauvages. En gage d'amitié, il apporte du vin. Les Cyclopes, à l'œil unique, sont des bergers qui vivent dans les montagnes. Celui-ci est absent, mais son antre regorge de brebis bien grasses et de fromages délicieux. Hélas, c'est la grotte de Polyphème. Ce fils de Poséidon est une brute qui ne craint même pas les dieux. « Qui es-tu » gronde-t-il. « Mon nom est personne », répond Ulysse, le rusé. Polyphème ferme l'entrée de la caverne. Puis, sans dire un mot de plus, il saisit 2 compagnons d'Ulysse et les dévore tout crus. Il faut fuir. Mais comment? Ulysse réfléchit. « Bois ce bon vin pour mieux digérer », dit-il au Cyclope. Le géant, bientôt ivre, s'endort profondément. « Compagnon, dit Ulysse, durcissons au feu la pointe de ce pieu. » Quand Polyphème ouvre l'œil, il est trop tard. Aveuglé par le pieu, il hurle de douleur. D'autres cyclopes arrivent dans la grotte. « Qui t'a fait mal ?» lui demande-t-il. « C'est personne, leur répond-il. Alors il s'éloigne en se moquant de lui. Le géant gémit en poussant le rocher. Il veut manger les hommes. Où sont-ils? En tout cas, pas sur le dos de ces bêtes. « Mon nom est Ulysse, lui crie le héros, sur un ton de défi, en cinglant vers le large. Mais Poséidon, qui entend, promet au cyclope de le venger. « Merci à toi, Éole. Le maître des vents a recueilli les marins. Pendant 1 mois, sur son île merveilleuse, il les régale de banquets. Puis il enferme les vents furieux dans une outre de cuir et l'offre à Ulysse. Il ne devra les relâcher qu'une fois rentré chez lui. Enfin, Ithaque apparaît à l'horizon. Tandis qu'Ulysse, épuisé, s'endort, ses marins ouvrent l'outre, croyant qu'un trésor y est caché. Aussitôt, la tempête fait rage. Durant 6 jours et 6 nuits, les vents furieux poussent les marins jusqu'à la lointaine Télépile. Ils s'abritent dans son port. Tous? Non. Ulysse, méfiant, préfère jeter l'ancre à l'extérieur. Télépile est le domaine des géants, les Lestrygons. La fille du roi conduit les éclaireurs grecs au palais. Malheur, le roi Antipatès les dévore, puis lance son cri de guerre pour rameuter son peuple. Impuissant, Ulysse assiste de loin à la tuerie. Malédiction. Il était parti de Troie à la tête de 12 vaisseaux, il n'en reste plus qu'un. Remplis de désespoir, les derniers compagnons d'Ulysse n'ont plus le cœur à naviguer. Mais une force étrange attire leur bateau vers l'île d'Aiaé. Une fumée s'élève de la forêt luxuriante. Qui osera aller voir ce qui se passe? Un petit groupe, tiré au sort, part en expédition. Quand les hommes arrivent au palais de Circé, ils sont impressionnés par ses loups et ses lions domestiqués. La magicienne les accueille avec une coupe d'un doux breuvage. Terrifiés, les hommes comprennent que le breuvage est en train de les changer en porc. Parti à leur recherche, Ulysse rencontre Hermès. Le messager des dieux lui fait mâcher du moly, une plante magique qui annule les effets du poison. Quand Ulysse boit, rien ne se passe. Circé le reconnaît. « Les dieux m'ont annoncé ta visite, roi d'Ithaque. Je ne te veux aucun mal. » Usant de ses pouvoirs, la magicienne séduit le héros. Circé est vraiment belle. Mais avant de l'embrasser, Ulysse exige de voir ses amis reprendre forme humaine. Sur Aiaé, la vie est si agréable qu'une année entière passe comme un songe. Assez Ulysse, tes hommes veulent repartir. Circé prévient le héros. De grands dangers le guettent. Pour en savoir plus, il doit aller consulter le fantôme du divin Tirésias, au royaume des morts. Ulysse a attendu le dernier moment pour révéler aux autres le but de leur voyage. Terrorisés, ils débarquent sur le rivage du pays plongé dans une nuit sans fin. Par dizaines, les fantômes se pressent autour des visiteurs. Ulysse, troublé, reconnaît Achille et d'autres héros de Troie disparus. Le devin Tirésias parle. Poséidon est toujours en colère. Et pour revoir un jour ton royaume, Ulysse, jure de ne pas toucher au bœuf sacré de l'île d'Hélios. Avec bonheur, les hommes retrouvent le monde des vivants. Mais quel est ce chant lointain si mélodieux? Avec de la cire, Ulysse bouche les oreilles de chacun, puis ordonne qu'on l'attache au mât de son navire. Près de leur rocher dansent les sirènes. « Viens, Ulysse, chuchotent les femmes oiseaux, jette l'ancre ici. » Le héros se débat, supplie, il voudrait tellement les rejoindre, mais les cordes résistent. Elles sont comme la sagesse retenant la folie. Bientôt les sirènes renoncent.
Elles vont attendre le prochain voyageur qui succombera à leur chant et qu'elles dévoreront comme tant d'autres. Pas de répit. Sitôt Ulysse libéré, un grondement se fait entendre. Il enfle, c'est Charybde, un gigantesque tourbillon marin qui attire les navires et les engloutit. Ramez de toutes vos forces. Ulysse et ses hommes parviennent à passer au large, mais avec cette manœuvre, le bateau approche du rocher où se tapit le monstre Scylla. Impossible cette fois de lutter. Chacune des 6 têtes saisit un marin dans sa gueule, et 6 fidèles compagnons d'Ulysse connaissent une fin atroce. Épuisés et choqués, les survivants veulent se reposer sur l'île d'Hélios. D'accord, dit Ulysse, mais le devin Tirésias l'a prévenu. Interdiction de toucher au bœuf du troupeau sacré. Le vent tombe. Les marins restent coincés sur cette île à l'atmosphère étouffante. Après de longues semaines, la faim commence à les rendre fous. Horreur. De retour de promenade, Ulysse sent l'odeur de la viande rôtie. Ses hommes festoient malgré l'interdit. Non, lui ne portera jamais cette viande à sa bouche. À peine le navire a-t-il atteint la haute mer que le vent grossit et se met à hurler. Une fois de plus, Poséidon fait naître une terrible tempête. La violence du vent brise le mât. Pour venger le sacrilège commis sur les bœufs d'Hélios, Zeus envoie la foudre qui disloque le navire. Cramponné à une planche, Ulysse voit tous ses compagnons disparaître dans les flots déchaînés. Est-ce la fin ? Durant 9 jours et 9 nuits, il dérive croyant mourir plusieurs fois, avant d'échouer un matin évanoui sur une plage. Un beau visage se penche sur lui. C'est celui de la nymphe Calypso, une divinité de la nature. Elle recueille le naufragé, le réconforte et tombe amoureuse de lui. Le temps s'écoule, 7 années passent. Ulysse se repose et se laisse choyer par son hôtesse. Pourtant, peu à peu, la nostalgie le gagne. Pour le garder près de lui, Calypso lui propose de le rendre immortel. Ulysse refuse. Il veut vivre sa vie, retourner à Ithaque. Le dieu Hermès vient trouver Calypso en secret. Laisse Ulysse repartir, dit-il. À quoi bon retenir un homme contre sa volonté ? Calypso se désole, mais elle comprend Ulysse et l'aide même à construire un radeau. Il est temps à présent de se dire adieu. Ulysse navigue d'abord sur une mer calme, filant bon vent vers Ithaque, jusqu'à ce que Poséidon l'aperçoive de nouveau. Heureusement, le héros n'a pas que des ennemis. Le côté, une déesse marine, lui offre un voile magique qui l'empêche de se noyer. Durant 3 jours, sur son étrange embarcation, Ulysse est ballotté par les flots et poussé par Athéna jusqu'à l'île des Phéaciens. Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens, le découvre sur le rivage. Conduit au palais, Ulysse salue avec respect le roi Alcinous et la reine Arrêtée, et sont charmés par les bonnes manières de ce mystérieux étranger. Le soir, on organise un banquet en son honneur. Un poète, Démodocos, raconte la guerre de Troie. Il évoque Achille et Ulysse. En écoutant le récit, Ulysse est assailli par le souvenir d'Achille et de ses compagnons disparus. Ses larmes coulent. Pourquoi ? S'interroge le roi. Le lendemain, pour consoler son invité, Alcinous organise de grands jeux. Ulysse est convié à se mesurer aux champions. Ulysse relève le défi. Il lance le disque si fort qu'il surpasse de loin tout le monde. Personne n'ose plus le défier. Le soir, Alcinous presse le visiteur de dire enfin son nom. « Je suis Ulysse », déclare celui-ci. « Laissez-moi vous raconter les 1001 pièges que les dieux m'ont tendus sur la route. » Le héros relate ses aventures. Comment, parti de Troie à la tête d'une flotte puissante et victorieuse, il a fini par échouer ici, tout seul, sur la plage. À la fin, Ulysse est acclamé par l'assemblée. Le roi lui annonce en souriant que son cauchemar prend fin. Il repartira dès le lendemain vers Ithaque, sur un solide navire avec des coffres chargés de présents. Où suis-je ? Se demande Ulysse en se réveillant dans une grotte nimbée de brume. Quel est encore ce sortilège ? Un jeune berger s'approche. Méfiant, Ulysse prétend être un Crétois en fuite. Épargne ta salive, répond l'autre en riant. C'est la déesse Athéna qui lui jouait un tour. D'un geste, Athéna dissipe le brouillard. Ulysse reconnaît alors Ithaque. Il embrasse le sol, veut courir au palais. La déesse l'arrête. La situation sur l'île est compliquée. Il lui faudra à nouveau se montrer rusé, sans être reconnu. Pour l'aider, elle lui donne l'apparence d'un mendiant. Ulysse se rend tout d'abord chez le porcher Eumée. Modeste mais généreux, celui-ci offre l'hospitalité au mendiant et répond à ses questions sur Ithaque. Ici, explique Eumée, beaucoup pensent qu'Ulysse est mort. Son fils Télémaque est en voyage. Du coup, le palais est envahi par des prétendants qui veulent forcer Pénélope à se remarier. Ulysse bouillonne de colère, quand soudain arrive Télémaque. Dans un rêve, la déesse Athéna lui a ordonné de regagner son île et de venir tout droit chez Eumée. Télémaque demande à Eumée d'aller annoncer son retour à Pénélope, sa mère. Il se retrouve seul avec le « Tiens, mais où est passé ce mendiant ?» Surprise, Athéna a rendu à Ulysse sa noble apparence. Stupéfait, Télémaque tombe dans les bras de son père. Et maintenant, lui dit celui-ci, il est temps de nous venger. Quand Ulysse, de nouveau déguisé, arrive devant le palais, certains se moquent de lui. Seul Argos, son très vieux chien, le reconnaît et jappe de bonheur avant que la mort ne le prenne.
Dans la grande salle du palais, Ulysse tend la main pour mendier. Les prétendants au trône parlent fort et sont grossiers. La plupart l'ignorent, certains l'insultent, comme Atinos, qui se dit leur chef. Pire encore, le cruel Eurymaque lance un lourd tabouret en direction d'Ulysse et manque de le blesser. Ulysse contient sa rage à grand-peine. Mais voici qu'apparaît Pénélope. Pénélope refuse de croire qu'Ulysse est mort. Elle interroge le mendiant. Elle fait de même avec tous les étrangers qui passent. « J'ai croisé ton mari, répond-il, et tu le reverras bientôt. » Bouleversée, Pénélope lui confie son stratagème. Depuis des années, elle tisse un linceul. Elle a promis de se remarier quand le tissu serait achevé. Mais chaque nuit, elle défait le travail effectué la veille. Sur ordre de sa maîtresse, Euryclée lave les pieds du visiteur. Cette vieille servante fut autrefois la nourrice d'Ulysse. Elle reconnaît la cicatrice qu'il a sur la cuisse. Mais chut, Ulysse lui fait signe de se taire. Les prétendants ont ordonné. Pénélope doit choisir un nouveau mari. En larmes, elle apporte l'arc d'Ulysse. Elle prendra pour époux celui qui saura s'en servir. Tour à tour, chacun essaie. Peine perdue. Nul ne réussit à bander l'arc. Pendant ce temps, obéissant à Ulysse, Eumée le porcher et Philétios le bouvier cachent les armes des prétendants et ferment les portes de la salle. Quand le mendiant veut essayer l'arc, tous se moquent. Mais Ulysse soulève ses guenilles, dévoile ses bras musclés, et sans effort, il tire une flèche à travers 12 fers de hache alignés. Aussitôt, Ulysse retend l'arc. D'une deuxième flèche, il transperce la gorge d'Antinos. Tous le reconnaissent alors. C'est le roi en chair et en os. Quel changement! Désarmés, ayant abandonné toute fierté, les prétendants gémissent et supplient qu'on les épargne. Mais Ulysse et Télémaque, sans pitié, les massacrent un par un. Quant aux servantes, qui riaient avec les prétendants, elles devront plus tard effacer toute trace de la vengeance d'Ulysse. Retirée dans sa chambre, Pénélope n'a rien vu du massacre. Il lui semble reconnaître son mari, mais elle reste prudente. « Je vais demander aux servantes, dit-elle, qu'on apporte ici notre lit. » Ulysse sourit. « Impossible, répondit-il. Notre lit ne peut être déplacé, car il est taillé dans un olivier millénaire autour duquel j'ai fait construire le palais. » À ces mots, Pénélope pousse un cri de joie et se jette dans les bras d'Ulysse. Éclipsons-nous sur la pointe des pieds pour les laisser à leur retrouvailles. Dès l'aube, Ulysse va retrouver son vieux père, Laërte, dans son jardin. L'émotion des deux hommes est immense. Mais le vieillard est inquiet. Il redoute que les parents des prétendants massacrés ne cherchent à se venger. En effet, ceux-ci arrivent au palais armés à la main. Assez de fureur et de guerre. Dans un éclair, Athéna apparaît. La déesse ordonne aux mortels. La paix doit désormais régner sur Ithaque. Ainsi se termine l'Odyssée d'Ulysse, le héros courageux et rusé. Que sont devenus les récits d'Homère? 400 ans environ après leur rédaction, durant l'âge d'or d'Athènes, tous les Grecs connaissent l'Iliade et l'Odyssée. Les textes, inlassablement recopiés, servent de manuel scolaire aux enfants. Sur les beaux vases figurent les épisodes célèbres des aventures d'Ulysse. Les statues représentent les dieux et les héros. L'histoire traverse les siècles. Au Moyen-Âge, à la Renaissance et jusqu'à aujourd'hui, les artistes continuent à s'inspirer des récits d'Homère et de la mythologie grecque pour créer leurs œuvres. Quant aux touristes qui visitent la Grèce, ils découvrent avec émerveillement le pays où est née l'Odyssée. La leçon d'Homère à travers cette histoire, c'est peut-être ça. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Au XXe siècle, des historiens et des archéologues ont essayé de reconstituer le périple d'Ulysse, mais il est bien difficile de démêler le vrai du faux. Deux choses pourtant sont sûres. Les Grecs étaient d'extraordinaires navigateurs. Certains pensent qu'ils sont allés jusqu'en Islande. Et même si les cyclopes et les sirènes n'existent pas, il n'est pas interdit de rêver. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissez l'histoire de l'Odyssée ou si vous l'avez redécouverte d'une façon un peu différente à travers mon récit. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.